Bonjour à toutes et à tous. Alors, je suis Frédéric Zabot, le directeur de la zone Rhénane, directeur adjoint. La zone Rhénane, c'est un ensemble qui comprend 7 pays, le Benelux, plus l'Alémanique et la Slovénie. Donc, c'est un grand ensemble. On appelle la zone des 30-30-30, parce que c'est 30% des PME françaises qui exportent sur cet ensemble. Ensuite, il y a 30% des investissements en provenance de cette zone qui sont en France. Et ensuite, c'est la région aussi où on a le 30% des VIE dans le monde. Il y a actuellement 12 000 VIE dans le monde et 30% sont sur la zone rhénane, majoritairement en Belgique et en Allemagne. Voilà, donc ravi de revoir en tout cas des entreprises que j'ai déjà croisées dans mes parcours. Filt, que j'avais vu à Dubaï, parce que j'étais précédemment directeur de la zone Proche et Moyen-Orient. Et puis Ragnar, que j'ai dû croiser lors d'une journée pays en Normandie, une journée de l'international. Donc, ravi de vous retrouver autour de ce webinaire. Alors, on va commencer par un peu un overview sur voilà, la situation macroéconomique de l'Allemagne qui aujourd'hui marque un peu le pas, il faut bien le reconnaître. On est dans une situation où on espérait que la reprise post-Covid aurait permis de retrouver un niveau d'activité qui permettait de renouer avec une croissance positive. Mais là, la guerre en Ukraine est arrivée et forcément, ça a eu un impact non négligeable sur l'énergie. Hein, principalement, c'est là que le bas blesse, c'est que ça a eu et l'Allemagne étant une terre industrielle importante, bien évidemment, ça a impacté tout ce secteur, puisque fortement consommateur d'énergie. Donc, on voit que la situation est aujourd'hui un peu à l'inflation. Hein. On a une très forte inflation sur l'Allemagne, plus forte encore qu'en France. Mais globalement, on verra aussi dans la prochaine diapositive que les jours meilleurs sont devant nous, puisqu'on aura une croissance à nouveau positive en 2024. Donc, rappeler un peu les grands fondamentaux de l'Allemagne. Hein. C'est une population qui est importante, une population vieillissante avec un pouvoir d'achat quand même, il faut le préciser. Une population urbaine, 90% des Allemands vivent dans des villes, ce qui, là aussi, en termes de distribution, simplifie la tâche pour approcher les clients, même s'il y a l'obstacle des fameux 16 Länder, les lenders où là, il faut quasiment redémarrer à zéro sur l'approche du lender parce que il y a des disparités réglementaires, culturelles, sur les lois, sur même les pratiques de consommation. Globalement, c'est un marché qui est aussi un marché mature. Hein, ce n'est pas un marché que l'on aborde avec une logique de pays émergents. C'est vraiment le marché sur lequel il y a de la concurrence. Donc, pour entrer dans le marché, il faut en pousser un autre dehors. Grosso modo, c'est un peu ça, hein, la logique. Donc, ça veut dire qu'il faut forcément des efforts commerciaux, des efforts de communication. Il faut avoir une très bonne visibilité. On n'aborde pas le marché allemand en se disant que c'est un marché sur lequel on va réussir à court terme. La réussite sur l'Allemagne, elle se fait dans la durée, elle se fait dans la constance, elle se fait dans la permanence. Le rapport au temps est un rapport qui est le garant de la confiance de la relation et de la qualité de la relation. Hein, donc, c'est vraiment un peu les grandes lignes, je dirais, de la façon dont on peut envisager de faire des affaires en Allemagne, où on se rend compte aussi que pour ceux qui pratiquent l'export déjà dans d'autres pays, il y a une vraie différence culturelle. Hein. Nous sommes voisins, mais on n'est pas cousins pour autant. On a un rapport vie professionnelle, vie privée qui est là très, très distinct. Hein, et ce qui fait que vous n'invitez pas forcément un interlocuteur allemand au restaurant le soir, après une journée de travail. Ça peut se faire, mais ça se fait plus tard quand la relation est déjà installée et qu'il y a déjà de la convivialité qui s'est installée entre vous et vos interlocuteurs. Après, il y a vraiment les notions de contraintes culturelles qui existent. Après, bon, c'est vrai que moi, ça fait quand même 35 ans que je parcours le monde et il n'y a quand même pas beaucoup de pays où les gens aiment ou apprécient que leurs fournisseurs potentiels ou ceux qui les démarchent arrivent en retard. Donc, bon, oui, arriver à l'heure, c'est important partout dans le monde. Après, il y a une tolérance qui est plus ou moins forte dans
dans certains pays. Je pense à l'Orient où là, on tolère plus facilement. Mais c'est vrai que la ponctualité, c'est un phénomène important. Préparer bien les rendez-vous, les réunions avec un ordre du jour. Là, il y a un rapport à la surprise qui n'est pas le même que le nôtre, hein. Il y a un rapport à l'improvisation qui n'est pas le même que le nôtre non plus, un rapport au risque qui n'est pas le même. Donc, il faut vraiment avoir cette clarté du discours et puis être dans une transparence par rapport aux informations que vous partagez. Ne pas donner le sentiment qu'il y a un agenda caché ou qu'il y a des choses dissimulées. C'est vraiment les bases qui permettent de véritablement démarrer une relation de confiance avec vos interlocuteurs allemands. Bien évidemment, la pratique de la langue est un plus. Elle l'est de moins en moins dans certains secteurs, et notamment dans les secteurs de la technologie, dans les secteurs de la santé. On le voit, la plupart des publications aujourd'hui sont en langue anglaise. Les interlocuteurs sont plutôt jeunes, ils sont formés et ils parlent plutôt bien l'anglais. Mais en revanche, dans d'autres secteurs plus traditionnels, je pense à l'alimentaire, je pense à l'industrie, là, en revanche, parler allemand, c'est mieux. Avoir une communication en allemand qui s'adresse à un client allemand, c'est mieux, parce que là encore, traduire sa page Internet français en allemand, c'est juste une première étape. Mais ce qui est important, c'est de localiser votre page Internet en allemand, parce que vous vous adressez à des clients allemands. Prochaine diapositive, s'il te plaît, Guillaume. Voilà, donc pourquoi est-ce que l'Allemagne, malgré cette conjoncture, malgré cette concurrence, malgré tous les éléments qui sont des éléments à surmonter, à dépasser, pourquoi est-ce que c'est un voisin à ne pas ignorer? Parce que c'est malgré tout un des plus gros marchés en Europe. Il faut quand même en avoir conscience. C'est la première économie européenne. Là, vous avez les camemberts qui s'affichent avec les différentes positions, mais c'est aussi, pour nous, Français, un partenaire commercial de choix. C'est le premier client de la France en Europe, et ça, c'est quand même important. La relation franco-allemande est historique. Les accords de Versailles ont plus de 60 ans. On découvre aussi une nouvelle façon de dialoguer, puisqu'on est passé à une ère post-Merkel qui là aussi, a apporté son lot de nouveautés dans la relation bilatérale franco-allemande. On apprend à se connaître et on apprend surtout à faire évoluer finalement cette relation. Mais en tout cas, au niveau commercial, elle est réelle, elle existe. Et dans les deux sens, import et export, c'est vraiment un partenaire de poids et de choix pour la France. Donc là encore, c'est vraiment en Europe le binôme qui tire la croissance européenne. C'est aussi le binôme politique qui pèse dans cet ensemble européen. Donc, une vision d'ensemble qui aujourd'hui est un peu mitigée parce que on est dans une conjoncture, mais bon, les conjonctures, elles sont faites pour s'effacer au bénéfice d'autres conjonctures. On le voit, c'est vrai que, mais c'est pas propre à l'Allemagne, c'est dans le monde entier, on le voit, la géopolitique impacte beaucoup les flux commerciaux et cette géopolitique a redistribué de nombreuses cartes. On voit des marchés qui s'ouvrent, on en voit qui se ferment. La Chine, un marché que je connais bien, est un marché aujourd'hui qui est très fermé. Les États-Unis, c'est un marché compliqué d'accès où il faut être américain pour réussir aux États-Unis. Voilà, en Europe, voilà, espace de paix, même si la guerre est à proximité, où on a en plus une régulation qui est quand même très favorable. On a la même monnaie, on a les mêmes réglementations sur certains sujets. Voilà, donc l'Allemagne, dans cet ensemble, reste un marché de prospection important et ce n'est pas un marché de grands groupes. Les PME françaises y réussissent. On a de belles success stories avec des réussites dans la durée, là encore, parce que la relation de confiance est installée, parce que l'entreprise s'est germanisée, parce qu'il y a eu là aussi la réponse à un besoin. Donc voilà, je vais rapidement passer la parole à mes collègues pour rentrer un peu plus dans le détail des secteurs. Et sans plus tarder, Christian, je te laisse présenter rapidement
de façon précise les opportunités dans le secteur de l'agroalimentaire. Oui, merci Frédéric. Alors en effet, ce sera plus un focus sur les produits alimentaires, étant donné le public. Alors, on a effectivement une croissance de la demande de produits biologiques qui existe depuis un certain nombre d'années. Alors, c'est vrai que l'année dernière, on a eu une baisse liée à l'inflation, on y reviendra. Mais c'est quand même les produits bio, c'est quand même une tendance long terme qui est positive. Et donc, on a bon espoir qu'à moyen long terme, ce secteur va encore se développer. Donc ça, c'est un secteur sur lequel, à mon avis, on peut miser dans les prochaines années. Ensuite, il y a les produits bons pour la santé, de qualité, donc les produits clean label, enrichis en protéines notamment. Les Allemands sont de fervents consommateurs de produits enrichis en protéines, notamment le fromage enrichi, des barres céréalières, etc. Mais aussi tout ce qui est donc produits bien-être bons pour la santé, comme je disais, donc avec moins de sel, moins de matières grasses. Et aussi des produits clean label, donc avec moins d'arômes artificiels, des choses comme ça. Ensuite, l'intérêt pour le bien-être animal aussi, c'est un point important. Les Allemands sont de plus en plus sensibles à cette question, d'où aussi le développement des ventes de produits véganes. Il faut savoir qu'en Allemagne, il y a à peu près 3% de la population qui est végane, donc qui ne mange pas de produits d'origine animale, et 7% de végétariens et 30% d'omnivores, donc les gens qui consomment moins de produits d'origine animale que dans le passé. Donc, on a même des initiatives privées d'entreprises de la grande distribution qui mettent, notamment pour la viande, des cibles, voir quel type d'élevage de quel type d'élevage est issue la viande proposée. Voilà, donc tout ça, c'est bien-être pour la personne, bien-être pour l'environnement, pour les animaux. Au niveau des boissons, ce sera notamment le no-lo, donc pas d'alcool ou très peu d'alcool. Ça aussi, c'est une tendance. Voilà. Sinon, aussi les emballages, effectivement, éco-responsables, les emballages sont un composant important d'un produit. C'est bien optiquement, c'est un point important, mais aussi après, au niveau du recyclage, c'est un sujet qui est de plus en plus dont les consommateurs prennent de plus en plus conscience, et aussi les autorités pour réguler cette partie-là. Donc un point important aussi, ça peut être un argument de vente pour un produit. Et puis pour l'équipement agricole, effectivement, là aussi, les tendances se portent vers des technologies qui permettent d'utiliser moins d'intrants, d'augmenter la productivité, et aussi là aussi d'avoir un impact moins important sur l'environnement à travers notamment la digitalisation, mais aussi la robotisation. Voilà, donc le slide d'après. Voilà. L'accès au marché, il faut savoir que l'Allemagne est, comme le disait déjà Frédéric, un État fédéral. Et donc on conseille, alors déjà, de passer par un distributeur, un portateur grossiste. L'avantage, c'est qu'il connaît ses clients, c'est qu'il connaît les contacts, les grossistes, enfin les acheteurs notamment de la distribution ou les détaillants, en fonction de son réseau. Ça facilite les choses, notamment aussi en état logistique, notamment pour les produits frais, d'avoir un intermédiaire qui s'occupe de tout ce qui est logistique. Ensuite, sinon, il faut savoir que l'Allemagne, voilà, il y a des pouvoirs d'achat qui sont différents en fonction des régions. Hein. Là, vous avez une carte avec les pouvoirs d'achat. On voit dans le sud, notamment la Bavière, surtout aussi le Bade-Wurtemberg avec un pouvoir d'achat relativement élevé, tout comme le Land de Hesse avec Francfort, hein, notamment. En Rhénanie Nord, Westphalie, les régions ici, et puis à Hambourg. Donc, ce sont des régions qui ont un pouvoir d'achat plus élevé. Alors, les produits français sont reconnus pour leur qualité, mais aussi le prix élevé. Et donc, du coup, c'est plutôt dans ces régions-là qu'on va trouver des clients, et notamment Bade-Wurtemberg. Bavière est très influencée par l'Italie et l'Autriche, mais Bade-Wurtemberg, une belle région, notamment que je vous conseille d'aborder. Alors, il faut savoir que la grande distribution est organisée en régions aussi, notamment les deux principaux, on va y revenir encore tout à l'heure.
que sont REWE et EDK. Ils ont à chaque fois des centrales régionales qu'on peut approcher effectivement en direct. Là, par exemple, pour Bad-Württemberg, ce sera EDK Südwest, par exemple, là, qui a une centrale d'achat aussi régionale là-bas. Mais on va y revenir. Voilà. Alors, les sources d'approvisionnement des ménages allemands en produits alimentaires, grosso modo, cette slide date un petit peu, mais grosso modo, on est encore dans ces eaux-là. Là, presque la moitié de la distribution, des ventes de produits alimentaires se fait via la grande distribution. Donc, d'où l'importance de maîtriser ce canal et de maîtriser ces opérateurs, de savoir qui ils sont et comment ils fonctionnent. Ensuite, on a la restauration en foyer, qui a, bien sûr, en raison du Covid, dont la part a un petit peu baissé. Mais bon, là, ils reprennent. Cette année, c'était une très bonne année pour la restauration. Mais bon, bien sûr, la restauration a aussi affaire à un manque de main-d'œuvre. Alors, l'industrie, la distribution aussi, mais la restauration surtout. Donc, ce qui fait que certains restaurants n'ont plus ouvert autant de jours qu'auparavant. Mais là aussi, c'est un circuit intéressant pour l'offre française, parce que souvent, on a des restaurants un peu plus qualitatifs et on peut placer des produits un peu plus qualitatifs dans ce circuit-là. Après, il y a les détaillants spécialisés, les magasins, les cavistes notamment. Donc, c'est un secteur qui est plutôt en baisse de façon générale, parce que justement, la grande distribution, de plus en plus, monte en qualité aussi. Donc, les détaillants ont un peu à faire face à la montée en puissance de la grande distribution. On a les artisans aussi, à peu près 10%. Les ventes, à peu près 5% de vente directement à la production. Alors, la vente par correspondance, là, les chiffres, comme je disais, sont un peu plus anciens. Donc, on a une part de 0,4, mais entre-temps, on est déjà à plus d'1% avec la croissance des ventes en ligne de produits alimentaires. Alors, ce n'est pas aussi important que le produit de consommation, mais c'est quand même un secteur qui est en croissance. Sachant que la grande distribution en Allemagne est caractérisée par beaucoup de petits magasins, des supermarchés qu'on retrouve à chaque coin de rue. Et donc, du coup, les consommateurs ont plus tendance à faire les courses plusieurs fois par semaine directement avec des produits frais en allant au coin de la rue pour acheter leurs produits. C'est pour ça que, contrairement à des marchés comme la Chine ou les États-Unis, la part du vente en ligne reste quand même relativement modeste. Voilà, je passerai. Voilà. Donc, si on fait un focus maintenant sur la grande distribution, donc c'est quand même un grand chiffre d'affaires, hein, on est à 280 milliards en 2022. Alors, c'est toutes les activités des opérateurs de la grande distribution, influx, tout ce qui est non-food. Il y a 4 opérateurs qui ont 75% du marché. Hein. Vous connaissez peut-être les opérateurs, hein, EDK avec une part de 26%, avec Netto qui est le discounter, sa chaîne de discount. On a REWE qui est à peu près un peu plus de 20%, avec la marque Discount Penny aussi. Ensuite, on a Groupe Schwarz, qui est surtout connu en France avec l'enseigne Lidl, mais il y a aussi les hypermarchés Kaufland, qui parlent d'à peu près de 18%. Et on a Aldi, donc Aldi Nord et Aldi Sud, qui ont une part à peu près de 11%. Ensuite, on a 25% restants qui sont distribués entre différents opérateurs régionaux, notamment Globus, qui est un bel orateur, ou Dolelit, ou encore Tegut. Ils sont des opérateurs intéressants aussi qu'on peut approcher. Alors, le discount progresse, hein, la part 21 était 42%. Là, il a augmenté en 2022 et 2023, alors, du fait de l'inflation. C'est vrai que c'est un phénomène, surtout dans l'alimentaire, qui était très marqué, puisqu'on est encore, au mois d'août, on était encore à peu près à 30% d'inflation sur les produits alimentaires, raison pour laquelle les consommateurs sont sensibles, encore plus sensibles au prix. Avec le Covid, c'était la qualité qui était de nouveau en premier plan. Mais maintenant, avec l'inflation, voilà, les consommateurs sont de nouveau plus regardants sur le prix. Et donc, du coup, ce qui fait la part belle au discount. Mais aussi aux marques de distributeurs, puisque là aussi, la part des marques de distributeurs a augmenté, notamment la MDD, premier prix. Voilà. On a quand même aussi un développement des commerçants indépendants. Donc, les opérateurs EDK et REWE sont des coopératives.
Donc, ils ont des adhérents et ce sont ces adhérents qui font développer les chiffres d'affaires des deux groupes. Pourquoi? Parce qu'ils ont une certaine autonomie au niveau des choix des produits. Ils connaissent, ils sont proches de leurs clients et ils mettent en scène mieux peut-être que les magasins les produits qu'ils proposent. Voilà. Ensuite, au niveau, on passe à la slide suivante. Après, je pense que ça bascule sur art de vivre. Ouais. Adeline, du coup. Je vois que malheureusement, il y a un problème de format. Là, je vois que des lignes se recoupent, mais ce n'est pas grave. Donc, le secteur de l'art de vivre et de la santé, donc, comme vous pouvez le lire dans le titre, c'est relativement hétérogène. Et j'ai relevé donc 3 sociétés qui concernent mon pôle. Une société donc, dans les compléments alimentaires, une société dans tout ce qui est accessoires de mode et une société dans la santé, si je ne me trompe pas. Donc, je vais essayer de me concentrer mon intervention sur ces 3 secteurs et peut-être de parler moins de choses qui vous intéressent, certes peut-être d'un point de vue personnel, mais moins pour professionnel, comme le sport par exemple ou l'habitat déco. Donc, en termes de secteur porteur en Allemagne, il faut savoir que ce pays est confronté à des problématiques de vieillissement de la population. 22% de la population est âgée de plus de 65 ans et ça sera près de 30% en 2040. Donc, ce phénomène fait que la silver economy est en fort développement et qu'il y a beaucoup d'opportunités dans ce secteur-là. Également, le fait que les Allemands développent des maladies chroniques aussi, ça peut aussi, on peut détecter aussi des opportunités dans la santé dans ce domaine-là. La digitalisation est un vrai sujet en Allemagne. La France est bien plus avancée que ça dans le secteur de la santé. Et donc, il y a énormément de lois qui sont actuellement en cours pour imposer, c'est vraiment le mot que j'utilise, imposer la digitalisation du système de santé en Allemagne. Donc, ça concerne les pharmacies, ça concerne le système de santé, ça concerne les hôpitaux. Donc là aussi, il y a énormément de place à prendre si vous proposez des solutions concernant la digitalisation du secteur de la santé. Un autre secteur à fort potentiel, c'est la cosmétique naturelle. Il faut savoir que c'est un secteur aussi en fort développement, surtout dans des canaux de distribution comme les drogueries. Drogeriemarkt, c'est vraiment un segment très, très spécifique en Allemagne, avec des grandes enseignes comme DM et Rossmann. Voilà, pareil, les cosmétiques, c'est très important, naturel. Et dans ce segment-là, donc les drogueries, on peut trouver aussi des compléments alimentaires. Donc là, je pense à la société Dielen, mais également aussi en pharmacie. Au niveau de la mode, on parle beaucoup de mode éco-responsable, de mode éthique, mais également du luxe. Le segment premium et luxe reste très important en Allemagne et le Made in France est très reconnu, tout comme le Made in Europe. Les produits français gardent une très bonne image. Des Allemands de manière générale, donc que ce soit dans la mode, dans l'habitat décoration, de manière générale, voilà. Et donc l'univers du sport occupe une place importante, mais là je ne vais pas en parler puisqu'il n'y a aucune société qui concerne ce secteur à proprement parler. Donc l'économie de la santé. Donc je vous ai mis une carte à l'écran montrant le poids de l'économie de l'industrie de la santé selon les Länder. Et c'est le Baden-Württemberg qui représente le land le plus important pour le secteur de la santé en Allemagne. On y retrouve énormément de laboratoires, de clusters, d'industries.
Nous travaillons de plus en plus ici à Business France avec justement des clusters spécialisés dans la santé dans toute l'Allemagne. Et nous proposons un programme d'accélération dans le secteur de la santé, le French Booster Healthcare Germany, que nous allons réaliser pour la 4e année en 2024. Donc, la santé représente 474 milliards d'euros de dépenses en 2021, plus de 13% du PIB allemand, et c'est un secteur qui croît énormément. Donc, 17% des actifs allemands travaillent dans ce secteur-là. Donc, vous voyez ici la répartition du chiffre d'affaires du secteur de la santé avec les soins médicaux, près de 64%, l'industrie de la santé à proprement parler, et ensuite les autres secteurs. On change de diapo. Voilà. Donc, je vous ai parlé d'une population vieillissante qui nécessite une prise en charge accrue, avec, tout comme en France, un manque de personnel qualifié dans les hôpitaux. Ah, ça a bloqué, Adeline. Oui, c'est bon. Oui, voilà. Donc, j'ai des problèmes de connexion. Voilà. Donc, je vous ai parlé des maladies chroniques, mais il y a aussi des sujets d'insuffisance cardiaque, qui est la première cause de décès en Allemagne, et de plus en plus de déserts médicaux, ce qui implique une prise en charge inégale des patients. Il faut savoir que le système d'assurance maladie en Allemagne est très complexe. Vous avez un système contributif d'assurance obligatoire qui est mixte avec des caisses publiques et des caisses privées. Donc, la majeure partie de la population allemande, donc plus de 90% de la population, est assurée publique, mais il y a quand même 41 caisses d'assurés maladie privées pour, par exemple, des gens qui gagnent très, très bien leur vie ou des professions, des fonctionnaires. Voilà. Au niveau des tendances du marché, et on va dire des opportunités que nous avons détectées pour les prochaines années. Donc, au niveau des dispositifs médicaux, on assiste à la miniaturisation de ces dispositifs. La digitalisation non seulement du système de santé, mais aussi de la medtech, donc des dispositifs médicaux, l'utilisation de plus en plus importante de l'intelligence artificielle et le développement de la médecine régénérative à travers la molécularisation. Voilà. On va passer sur cette slide-là, puisque ça n'intéresse personne. Au niveau de la mode, des accessoires et l'univers de l'enfant, ce secteur a été aussi impacté par l'inflation et également aussi, je dirais, le climat des affaires plus incertain à cause des crises politiques internationales, que ce soit la guerre en Ukraine ou le conflit en Orient. Et donc, du coup, c'est vrai que la consommation a légèrement baissé, que le luxe reste une valeur sûre pour les personnes qui gagnent, on va dire, très bien leur vie. Et on assiste à un phénomène intéressant, c'est l'intérêt des consommateurs pour des textiles nobles, voire éco-responsables, donc les textiles nobles comme le lin, qui est vraiment une vraie tendance de la mode, qui sera une vraie tendance de la mode en 2024. Aussi bien la mode printemps-été que pour les hommes que pour les femmes. Donc, opportunité en Allemagne pour la mode éco-responsable et la seconde main. Le e-commerce continue à progresser dû à la baisse d'attractivité des centres-villes. Le e-sportwear avec les sneakers, c'est aussi une grande tendance en Allemagne, mais comme partout en Europe. Donc, les produits éco-responsables, le Made in France, comme le Made in Europe, comme je vous l'ai dit, le style épuré, design simple,
et les vêtements à forte propriété technique et pratique. Nous venons d'assister là au salon A+A en Allemagne, qui est le salon du textile technique à Düsseldorf, et nous avions à peu près 40 sociétés françaises qui étaient présentes avec des solutions innovantes dans le textile technique, et vraiment on a eu un fort succès sur ce salon-là avec beaucoup d'intérêt de la part d'acheteurs étrangers, et nous avons pu connecter nos exposants français avec des Allemands qui ont de vrais besoins dans ce secteur-là, et les vêtements contenant des tissus intelligents. Voilà, l'habitat déco, je pense que ce n'est pas non plus intéressant. Voilà. Alors, au niveau de la frise événementielle de mon secteur, je tenais juste donc à rappeler pour l'entreprise qui est du secteur de la santé et qui propose de l'intelligence artificielle, donc le programme Booster, le French Healthcare Booster Germany, qui démarre en février et qui se termine en novembre, un programme donc de 10 mois. Avec un bootcamp en Allemagne et un événement sur la santé digitale à l'ambassade de France à Berlin. C'est un accompagnement sur mesure des sociétés de la santé, donc ça peut peut-être être intéressant pour la société ici présente. Ensuite, dans la mode, nous n'avons pas de salon à proprement parler. Nous avons un salon dans le jouet, avec le Spielwarenmesse et le boat qui est vraiment le salon de tout ce qui est bateau, nautique, ITB à Berlin pour le tourisme, et puis Medica, encore une fois, le salon des dispositifs médicaux à Düsseldorf. Voilà. Merci Adeline. On peut passer sur l'industrie. Je crois que Frédéric, c'est toi qui reprends la main. Oui, en fait, on va quand même passer assez vite parce qu'il y a assez peu de participants qui sont concernés par ce secteur-là. Mais bon, j'en ai parlé en introduction. Et en complément de ce que vient de dire à la fois Christian et puis Adeline, important pour les entreprises qui sont au webinaire de savoir qu'une des portes d'entrée sur l'Allemagne, c'est vraiment les salons professionnels. C'est une terre de salons, c'est une occasion pour se faire connaître. Ce sont des vitrines qui sont des lieux où vraiment les affaires se passent, où on rencontre les distributeurs, les partenaires potentiels. Mais ça, effectivement, c'est un sujet aussi sur lequel il y a une phase de préparation importante, parce que participer à un salon en Allemagne, bien sûr, ça adresse à des clients potentiels allemands, mais ça adresse à des clients du monde entier, parce que la plupart des grands rendez-vous mondiaux se tiennent en Allemagne ou aux Émirats arabes unis, avec Dubaï, qui est une autre plateforme de salons internationaux. Donc, sur l'industrie, on va passer assez rapidement. Il y a le secteur du bâtiment qui est aujourd'hui un peu à la peine. On voit bien qu'il y a des programmes qui n'arrivent pas à sortir de terre. En revanche, la transition énergétique et les sujets de décarbonation sont, je dirais, au cœur des préoccupations, vu la pression qui pèse sur les industriels concernant leur consommation énergétique. Là aussi, on a des enjeux sur la digitalisation. La foire de Hanovre est le rendez-vous de l'industrie mondiale, et donc c'est vraiment un incontournable. Et puis, on est classiquement sur une terre industrielle qui produit de la machine-outil, de l'automobile, de l'aéronautique. Voilà, donc c'est vraiment des sujets qui sont très important, sur lequel d'ailleurs beaucoup de coopération existe sur le franco-allemand, et pour le coup il y a aussi beaucoup de partenariats qui se nouent autour de la recherche et du développement, et puis de l'industrie. Voilà, je donne un peu les comparaisons, c'est pas inintéressant d'avoir les chiffres en tête, ça vous donne un peu les échelles, la comparaison des deux. Mais c'est vrai que quand même, la France dans ce paysage européen est quand même l'autre pays de l'industrie. Donc, pour le coup, on se parle, c'est aussi notre culture d'école d'ingénieurs, avec toute cette intelligence et toute cette recherche et développement qui va de l'avant.
Et donc, on a une crédibilité sur les secteurs industriels en Allemagne. On est entendu, on est écouté. Et là encore, on y fait de belles réussites. Les champions, je les ai cités rapidement. Hein, c'est l'automobile, bien sûr, mais qui là aussi va probablement évoluer parce que on voit le poids de l'électrique qui est une pression qui est mise sur les constructeurs aujourd'hui. Hein, et donc, ça va certainement avoir un impact. Donc, la construction mécanique et puis la chimie qui sont là encore sur les marches du podium des champions industriels allemands. Mais voilà, il y a encore des sujets sur lesquels les Français, les entreprises françaises, avec leur savoir-faire, avec leur expertise, avec leur excellence, peuvent prendre des parts de marché, peuvent apporter des solutions qui sont très pointues, très spécifiques. Je pense au traitement de surface, je pense tout le transport. Moi, ça fait pas si longtemps que je suis en Allemagne et ce que j'ai découvert, c'est que voilà, les trains ne partent ni à l'heure et ni n'arrivent à l'heure non plus. Donc, il y a un vrai sujet sur notamment l'informatisation des réseaux ferrés, la modernisation des transports. Donc, il y a quelques opportunités à saisir et c'est vrai qu'elles sont réelles. Et là, par rapport à ça, on pourrait présumer qu'il y a une préférence nationale, mais ça n'est pas le cas. On voit les signaux qui nous sont envoyés par la Deutsche Bahn pour nous dire qu'ils sont intéressés à également élargir le spectre de leurs fournisseurs et connaissent l'offre française. Prochain sujet, toujours voilà, les défis, ce dont on a parlé. Il y a effectivement par rapport à l'énergie, il y a de vrais sujets qui ont été accrus par la crise avec l'Ukraine, la guerre en Ukraine. Et donc, il y a vraiment des sujets de chaîne d'approvisionnement. C'est là aussi, le poids de l'industrie est tel que, bien évidemment, quand il y a une rupture des supply chains, ça pèse encore un petit peu plus sur le secteur. Et puis, donc, le rattrapage qui se fait à vitesse grand V sur le sujet de l'intelligence artificielle, y compris dans le secteur industriel. Les secteurs de tech et services, alors là aussi, il n'y a pas beaucoup d'entreprises dans le webinaire qui sont dans le secteur, mais voilà, on va passer vite. Et ça, c'est la programmation des événements sur l'année 2024 dans le secteur tech et services. Voilà, écoutez, je pense qu'on va laisser la place peut-être aux questions parce qu'on a été très bavard. Vous redire en tout cas que l'équipe composée de la Team France Export Normandie et du bureau Business France en Allemagne est à votre disposition pour vous accompagner et pour vous mettre vraiment toutes les chances de votre côté, sachant que c'est un marché sur lequel vraiment mieux vaut être accompagné parce que il y a vraiment des écueils que l'on ne soupçonne pas, d'autres que l'on peut anticiper. Mais nous qui vivons, Adeline, Christian et moi, qui vivons ça au quotidien, notre seul objectif, c'est de faire en sorte que voilà, on surmonte les obstacles et de vous faciliter l'accès à ce marché-là. Donc, on a des contacts, on a un carnet d'adresses, on a des modes opératoires, on a des conseils qu'on est capable de vous apporter. Et puis de mettre tous les outils et puis surtout toutes les chances de votre côté pour y réussir. Voilà. Merci Frédéric. Je crois qu'on a une petite question pour toi, Adeline, pour les salons sur l'art de vivre. Alors, c'est très large, l'art de vivre, encore une fois. Si on parle de votre produit, je pense qu'on peut trouver ce produit sur des salons comme Ambiente, par exemple à Francfort, qui est le salon en fait. Alors ça peut être de l'art de la table, mais de l'intérieur, de la décoration. Voilà, ça peut être des salons aussi mode, comme le Premium à Berlin. Ça peut être Néonite pour la mode éco-responsable à Düsseldorf. C'est quand même très large. Si vous m'aidiez un peu à m'indiquer sur quel type de salon. Alors effectivement, Ambiente, on le fait déjà et c'est vrai que c'est voilà. ce type de salon effectivement qui nous intéresse.
Bien. Et puis c'est vrai, est-ce qu'il y a des salons autour de l'outdoor aussi pour le hamac, Oui, par oui, exemple? l'ISPO à Munich. Ok, L'ISPO à Munich sur lequel on s'est rendu en tant que visiteur. Nous n'avons pas de pavillon France, mais il y a quelques Français présents. Voilà, on ne voit pas pour l'instant l'intérêt de faire un pavillon sur ce salon-là, mais c'est un salon, c'est le salon du outdoor en Allemagne. ok, merci, c'est bon à savoir. Merci beaucoup. Il y a Est-ce qu'il aussi y a le salon d'autres- du caravane, Adeline, avec tout ce qui est caravane, camping. oui. Oui, ça peut Oui. être une Ça peut être aussi une idée, tout à fait. Son nom, c'est? Caravane, le salon Caravane à Düsseldorf. D'accord, ok, merci. Salon du camping, ouais. Le camping est une grande tendance en Allemagne dans le secteur du outdoor. Donc voilà, c'est effectivement un salon à ne pas négliger. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant de clôturer ce webinaire? Non, bon, de toute façon, vous, pour la plupart des entreprises, là, je crois, vous connaissez votre conseiller international Team France Export en Normandie. Si ce n'est pas le cas, vous me faites un petit message et je vous remettrai en lien avec votre conseiller ou conseillère. Mais en tout cas, voilà, on est à votre disposition ici en Normandie pour faire le lien avec le bureau et mettre en place vos projets sur 2024. Je vous remercie de votre présence et de votre écoute. On vous fera parvenir la présentation et elle sera également disponible en replay sur notre chaîne YouTube. Voilà. Merci Frédéric, merci Adeline, merci Christian pour Guillaume, pour vos l'organisation de ce interventions. webinaire et merci aux entreprises. Et puis, on vous attend très bientôt en Allemagne. Merci beaucoup. À très bientôt. Bonne journée. Pour cette Au revoir. présentation. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.